Bon, on est d'accord, vous y passez pas des heures. L'idéal, c'est une intro assez courte. Oh, Pierre, Vous faites un fallait petit truc drôle et pas. tonique pour lancer le sujet, mais vous faites pas trop long. Mais bien sûr, monsieur, on est des professionnels tout de même. Je suis tout à vous dans une minute, Pierre, mais ce monsieur est vraiment super lourd. Ah, il a raccroché. C'était quoi? Oh, rien de grave. Une histoire de 10e épisode de l'économie pour les nuls par un nul. Enfin, par moi, quoi. Pas vite géré. Aujourd'hui, on va finir de voir de quoi est fait le PIB et on va commencer à regarder ce qu'il nous permet de voir ou ne pas voir. Pour cela, je me suis encore invité chez Sofiane, ce youtubeur brillant qui s'amuse entre autres à faire des doublages. Et comme pour le dernier épisode, je me suis fait aider pour le doublage par les comédiens Grégory Fèvre et Violaine Vallet, que je remercie vivement pour ces rigolades dans nos contraintes techniques et sanitaires. Comme vous avez pu le voir en introduction, cette fois on fait le doublage d'une grande comédie du cinéma français avec Le Père Noël est une ordure. Grand film de Jean-Marie Poiré, sorti en 1982, mais surtout consécration de la troupe du Splendide qui avait écrit et monté cette pièce hilarante 3 ans plus tôt. Consécration parce que cette pièce a été montée sur scène en même temps que la sortie au cinéma des Bronzés font du ski, qui était déjà la suite d'un premier opus du Club Med, mais à la plage, sorti encore l'année d'avant. La sortie en salle du Père Noël est une ordure a définitivement installé cette fine équipe dans le paysage cinématographique français. Bon, ça suffit, là. On va pas parler du Splendide pendant des heures. Accouche. T'as raison, mon Félix. On est quand même là pour parler du PIB. Eh oui. Alors, allez, c'est parti. Bon alors, par quoi on commence? Tiens, regarde, j'ai trouvé un plan. Comme ça, les spectateurs seront pas perdus dans l'épisode. Ah, super. Alors, voyons voir. On commence par finir de voir ce qu'il y a dans le PIB. Et attends, tiens, mon D'accord. Félix, on va rajouter ça aussi. Ah oui, alors on va aussi voir ce qui n'apparaît pas dans le PIB et tout ce que le PIB nous permet de visualiser. Eh, Josette, faut que t'arrêtes de me donner tout ce qui traîne dans la cuisine, hein, sinon ça va être beaucoup trop long. Bon, l'exposition de l'épisode est un peu hasardeuse avec leur tambouille, mais je vous invite à consulter le sommaire dans la description pour aller directement au passage qui vous intéresse, si vous voulez. C'est un chapitrage que vous pouvez trouver sur tous les épisodes de la chaîne d'ailleurs, avec aussi un découpage sur la piste de lecture que vous pouvez voir lorsque vous frôlez le bas de l'image là en dessous. Alors, dans l'épisode 8, on avait vu comment on additionnait les plus-values de chaque entreprise pour calculer le PIB. Dans l'épisode 9, la semaine dernière, on avait vu qu'on aurait pu simplement additionner les revenus de tous les salaires parce que ça revient au même résultat. Et on avait aussi vu que grâce aux données rassemblées par le Trésor public, on pouvait visualiser la participation de tous les secteurs d'activité pour construire ce PIB avec ce graphique. Mais ça ne s'arrête pas là. À partir de ce découpage par secteur, l'administration publique a tellement d'informations qu'elle peut même faire ce qu'elle appelle le tableau des entrées et des sorties. Ça permet d'étudier les échanges entre ces différents secteurs pour construire ce PIB. Comme on l'a vu avec la boulangerie, la minoterie, le collecteur et l'exploitant agricole, beaucoup d'entreprises rentrent en interaction pour construire toute cette richesse. C'est même cette interaction qui fait fonctionner tout ce système économique. Le tableau des entrées et des sorties fait un peu peur quand on se retrouve devant. Mais en fait, c'est très simple. On reprend les secteurs d'activité qu'on a déjà vus sur les colonnes et on déroule un tableau qui a le même secteur d'activité en ligne qu'en colonne. Et le résultat ressemble un peu à ça. Et le tableau prend tellement de place que vous ne me voyez plus. Allez hop, me revoilà. Pour mieux appréhender ce tableau, on va s'intéresser aux premières lignes et aux premières colonnes qui correspondent au secteur qu'on a étudié dans l'épisode 8 intitulé « Retour vers le PIB ». Alors d'abord, il faut savoir que les chiffres indiqués sont en milliards d'euros. Dès la première case, on comprend que sur les 62 milliards d'euros que présente le secteur agricole, 17,7 milliards sont produits uniquement dans des ventes qui se déroulent entre les agriculteurs, soit près d'un tiers de tout ce qui est produit. Ça paraît normal car, par exemple, un producteur de lait doit acheter à un céréalier la nourriture pour ses bêtes. Mais des exemples comme ça, il y en a des milliers, comme vous le voyez avec chacune des cases de ce tableau. Ensuite, si on regarde la case juste à côté, on comprend que le secteur de la transformation, tel que la minoterie, permet au secteur agricole de faire presque les 2 tiers restants
de toute sa richesse, puisque le meunier a besoin d'acheter le grain aux producteurs de céréales. Et si on va sur la deuxième ligne, on voit qu'inversement, le secteur de la transformation de produits alimentaires revend des produits au milieu agricole à hauteur de 3,5 milliards d'euros. Ça peut être par exemple de la nourriture pour les bêtes. Ça n'est que 6% de ce qui fait la plus-value de ce secteur, mais ça participe tout de même à la construction de son PIB. Eh mais tu vas pas nous détailler tout le tableau, là? Sinon je me casse, aïe! Non, je vais pas vous casser les pieds avec tout le tableau. Je vous propose de regarder encore un dernier truc là-dedans. C'est la ligne et la colonne qui concernent le secteur du commerce. En bleu roi, on avait vu dans le dernier épisode que ce secteur participait à hauteur de 2% du PIB. Oh le nul! Oui, c'est pas terrible, mais il n'y a pas de quoi se casser le nez, hein. Si on regarde la ligne de ce secteur, on voit bien que 50% de ces 40 milliards d'euros sont faits dans son secteur et que l'autre moitié de son chiffre est fait dans les ventes que ce secteur peut faire dans les autres secteurs d'activité. Des ventes très maigres, mais comme il y en a beaucoup dans plein de secteurs, ça finit quand même par totaliser l'autre moitié de ses bénéfices. À présent, si on regarde la colonne de ce secteur commercial, c'est-à-dire tout ce que les autres secteurs lui ont vendu pour construire leur participation au capital, on voit qu'il est un acteur essentiel pour presque tous les secteurs, puisqu'au total, il a participé à la fabrication de 230 milliards d'euros, soit 1/10 du PIB. Alors, visiblement, ce qu'il peut vendre en provenance directe des agriculteurs est proche de zéro. Mais dès lors que c'est transformé, comme ici, c'est près de 10 milliards d'euros qui sont achetés par ce secteur pour être revendus. Tu as compris quelque chose, toi? Parce que moi, je panne que dalle. Bien, je dirais que c'était assez riche en explications. Bon, tout ça pour vous dire que tous les secteurs sont interconnectés et qu'il ne faut pas s'arrêter sur le simple découpage sectoriel qu'on a évoqué la semaine dernière avec le graphique vu comme ça. Là, c'est quand même beaucoup plus digeste, hein, vous trouvez pas? Et puis c'est plus joli. Oui, c'est beau. Bon, à présent, il faut absolument que je vous parle d'un truc hyper important relatif à ce PIB. On a vu au fil des derniers épisodes que ce joli graphique est le résultat de tout ce qu'il se passe en termes de circulation d'argent en France. Mais on y trouve aussi l'activité du commerce extérieur, c'est-à-dire l'argent qui rentre en France grâce aux ventes dans les autres pays et l'argent qui en sort avec tout ce qui vient des autres pays. Pour toutes les exportations et toutes les importations, les analystes sont capables de donner un découpage par secteur tout aussi détaillé que ceux qu'on a vus juste avant. Le pourcentage d'agriculture, d'industrie automobile, des énergies, secteur tertiaire ou de la fabrication de choses de toutes sortes. Alors d'accord, mais je suis désolée, il n'y a plus de place dans votre PIB là. Ah mais tout à fait Thérèse, vous avez raison. C'est beaucoup trop étroit. Si on prend tout le marché extérieur, ça doit représenter des sommes faramineuses, ça tiendra jamais. Effectivement, c'est pas des petites sommes. Sur l'année 2018, dans laquelle sont tous ces chiffres, les importations représentaient 773 milliards d'euros, ce qui donnerait à peu près ça à l'échelle du PIB. Et au niveau des exportations, c'était 748 milliards d'euros. Mais alors, comment on fait? Où qu'on y met? Eh ben, on commence par faire ce qu'on appelle le solde extérieur ou encore la balance commerciale. C'est-à-dire, on regarde quelle est la différence entre les exportations et les importations. Et on ne retient que le résultat de cette soustraction. S'il y a plus d'importations que d'exportations, ça signifie que le solde est négatif. Là, par exemple, le solde extérieur est de moins 25 milliards d'euros. Du coup, quand on dit que le PIB de 2018 était de 2310 milliards d'euros, c'est qu'on a déjà enlevé ces 25 milliards d'euros et qu'en vrai, on avait 2335 milliards d'euros créés par la somme de toutes les plus-values réalisées en France. Oh Pierre, vous avez vu notre PIB? Oui Thérèse, tout cela est vraiment fort intéressant. Mais comment ça marcherait si on n'était pas aussi nul? Si on avait un solde positif? Si on avait un solde extérieur positif? Oui, c'est une bonne question. Comme on peut le voir sur ce graphique édité par l'INSEE, dont je vous mets le lien dans la description, le solde extérieur de la France est déficitaire depuis le début des années 2000. Mais si par exemple on regardait le PIB de la France en 1997, où on avait un solde extérieur excédentaire de 23 milliards d'euros,
On pourrait dire que le PIB de l'époque, qui était de 1208 milliards d'euros, était l'addition de ce solde extérieur et de 1185 milliards d'euros de tous les bénéfices réalisés en France. Oh ben, c'est bien. C'est cela, oui. C'est bien, mais ça montre surtout que tout cela n'est pas simple. Le PIB cache bien son jeu. Et oui, du coup, vous comprenez que lorsqu'on regarde le PIB, il manque beaucoup de choses, car la balance commerciale est un enjeu important dans notre système économique mondialisé. Car on a besoin des choses que l'on ne trouve pas en France, et inversement, les pays autour de la France ont besoin des choses qu'ils trouvent chez nous. Si on regarde par exemple ce graphique que j'ai trouvé sur Wikipédia, on voit qu'il y a beaucoup d'importations et d'exportations pour chaque pays et que le solde permet de visualiser rapidement les tendances. Ici, on voit bien qu'en 2016, bien que le solde extérieur de la France eût été déficitaire à cette période, celui de l'Europe était positif de 32 milliards d'euros. On voit aussi que le pays qui a le plus de bénéfices sur son produit intérieur brut, lié à un excédent d'exportation, c'est la Chine avec 460 milliards d'euros. Et on voit surtout qu'à cette période, les États-Unis avaient un solde extérieur très déficitaire avec moins 720 milliards d'euros. Et d'ailleurs, un peu comme la France, c'est une situation qui dure depuis les années 2000, mais dans des proportions 10 fois plus importantes. Bien, alors avec tout ça, on commence à voir ce que le PIB ne montre pas et à quel point il est important de ne pas tout résumer au PIB. Mais je ne résume pas tout au PIB, moi. C'est lui qui arrête pas d'en parler. Bah oui, c'est vrai, il en parlait déjà dans l'épisode 6. Tu te souviens? C'est cela, oui. Il nous faisait déjà chier en comparant le PIB de l'Allemagne avec le nôtre. Oui, et puis dans l'épisode 7, pour nous parler de la très grosse dette du Japon. Et en fait, tous les pays du monde se regardent le PIB, je crois que c'est assez clair. Tous ces trucs de PIB, c'est juste une histoire de quéquette. Vous trouvez pas? C'est cela, oui. Eh bien, oui et non. Lorsqu'il s'agit de comparer les PIB entre pays, on peut considérer que c'est un peu stérile, parce que c'est oublier des questions démographiques, des spécificités géologiques, technologiques ou historiques, propres à chaque pays. Les représentants des PIB les plus importants se réunissent dans des G7 ou des G20, où ils se montrent leur PIB. Ils se retrouvent dans leur beau salon et puis ils se disent « c'est moi qui est la plus grosse ». Non, je ne vois pas. Lorsqu'ils se retrouvent dans les G7 ou les G20, autrement dit le club des 7 plus gros PIB et le club des 20 plus gros PIB, ils échangent sur leurs activités économiques et mettent en place des accords ou des stratégies commerciales. Mais c'est un peu comme jouer à Risk ou au Monopoly, vous savez, les jeux de société. Je ne sais pas si vous avez déjà joué, mais le principe est simple. Plus vous êtes puissant, et donc plus vous gagnez. Il y est parfois question des pays qui sont dans le bas du classement des plus gros PIB, mais c'est rarement pour imaginer des moyens de les faire remonter dans le classement. En gros, le seul mot à la bouche de tous ces interlocuteurs, c'est la croissance. Ah mais si tu veux, je peux t'expliquer comment on fait de la croissance, moi. J'ai été formé par une masseuse thaïlandaise qui avait une technique... Ouais, ok, on a compris l'image. Et c'est vrai qu'on peut être tenté de ne voir qu'une utilisation de ce PIB pour asseoir une politique commerciale pas forcément vertueuse vis-à-vis de tous les pays du monde. Mais il faut comprendre que dans chacun de ces PIB se dessinent les possibilités d'action sociale, culturelle et éducative. De plus, c'est tout de même un outil très utile pour aborder l'économie de façon universelle dans plein de domaines. Et puis, en suivant l'évolution des PIB au fil des ans, on peut estimer si la création de richesses annuelle est en accord avec l'évolution démographique du pays. C'est même comme ça qu'on calcule l'inflation, qu'on analyse au niveau de la France, de l'Europe ou du monde. Par exemple, lorsqu'on rapporte la valeur du PIB au nombre d'habitants, ça permet d'éditer ce genre de carte que j'ai trouvé sur Wikipédia. On y voit très clairement les pays dans lesquels les habitants y sont les plus riches et les pays où les habitants y sont les plus pauvres. En plus de parler de PIB et d'habitants, cette carte parle de dollar PPA, qui signifie à parité du pouvoir d'achat. En gros, chaque pays a sa devise, sa monnaie dont la valeur évolue sans cesse. Donc d'abord, pour éditer ce genre de carte, il faut figer la monnaie pour l'année concernée.
À partir des données annuelles fournies avec chaque PIB et chaque évolution des devises, les économistes commencent par définir une façon de convertir chaque devise à l'US dollar, et ce pour toute l'année concernée. Ce rapport de conversion est un peu comme une photo de la valeur de la devise de chaque année, mais c'est en réalité beaucoup plus que ça. Ce rapport de conversion est aussi défini à partir de données macroéconomiques telles que la valeur marchande d'un certain nombre de produits de base. C'est un peu comme si on avait tout rapporté à un panier moyen de consommateurs. En gros, on pourrait comparer le dollar PPA à l'indice Big Mac, qui a été inventé par le magazine The Economist en 1986. Un peu comme le mot impressionnisme, cette expression est née sous la plume d'un journaliste de façon un peu facétieuse. Mais elle est peu à peu devenue une valeur repère dans le monde économique. Comme on trouve des Big Mac dans le monde entier, la valeur de la monnaie est ainsi rapportée au prix du Big Mac dans chaque pays, puisqu'à chaque fois, l'enseigne essaye de calculer un tarif adapté au niveau de vie des clients des restaurants implantés. C'est un indice qui est donc recalculé régulièrement, comme vous pouvez le voir dans le lien en description. Bon, mais revenons au dollar PPA. Pour mieux comprendre le principe, je vais vous présenter 2-3 exemples vite fait. Alors que nous avons une monnaie unique dans toute la zone euro, le rapport de conversion entre l'euro des Français et le dollar PPA était de 0,709 en 2019. La même année, il était de 0,721 pour convertir l'euro des Allemands et de 0,608 avec l'euro des Espagnols. Quant à la conversion avec l'euro de la zone euro, il était de 0,687. Vous pouvez retrouver les indices de conversion avec tous les pays du monde sur une vingtaine d'années en suivant le lien d'une publication de l'OCDE que je vous mets en description. Alors là, je sais pas vous, mais moi j'ai tout compris. Ça doit être le Big Mac. Le PIB, il permet d'avoir des notions d'échelle sur plein de domaines. Comme en a parlé Katia dans un des extraits, j'avais comparé les pourcentages de charges dans le PIB de la France avec ceux de l'Allemagne dans l'épisode 6, et puis le pourcentage d'endettement du Japon dans l'épisode 7. Mais on peut aborder plein d'autres choses avec cette valeur de référence. Par exemple, on peut voir l'évolution de la part des aides au logement en pourcentage du PIB, comme ici dans un article d'Alternative économique. Ça permet d'y lire très vite une baisse de 40% entre 2011 et 2019. Comme autre utilisation du PIB, on peut comparer le pourcentage d'investissement dans les mesures d'urgence et les plans de relance face au Covid dans différents pays. La France a investi 7,6% de son PIB, l'Espagne 11,1% de son PIB, le Royaume-Uni 9,1% et l'Allemagne 8,4%. Bien sûr, comme toujours, ça ne signifie pas la même chose lorsqu'on regarde les PIB dans l'échelle de leur volume monétaire. Mais en comparant au PIB, on trouve la possibilité de chaque pays en fonction de sa capacité monétaire. Si on ne regarde dans le même sujet que les mesures d'urgence, la France a investi 3,8% de son PIB et l'Allemagne 3,6%. Encore une fois, ramené au volume du PIB, ça fait une nette différence. Et à ces infos que j'ai trouvées dans un article d'Alternative économique, dont je vous mets le lien en description comme d'habitude, il faut ajouter que la France a décidé de l'étaler sur 4 ans, là où l'Allemagne met les bouchées doubles sur 2 ans. Ces chiffres permettent ainsi de comprendre la nette différence de capacité ou de choix politique des deux pays. Bon, bien sûr, bien d'autres facteurs rentrent en ligne de compte. Mais bon, l'idée c'est surtout de montrer que le PIB permet d'apporter comme ça un certain éclaircissement sur certains sujets de notre société. Il faut bien comprendre que la plupart des sujets comme celui-là ne se résument pas à quelques pourcentages du PIB ou à des choix politiques. L'analyse d'une situation doit se faire dans sa globalité. Et c'est pour cette raison que je prends mon temps à aborder différents sujets les uns après les autres sur cette chaîne, pour peu à peu construire une meilleure compréhension de la situation économique et du système économique en général. Pour conclure, le PIB, c'est un indicateur au milieu de beaucoup d'autres, et il faut le prendre sans en avoir peur, comme un révélateur des centres d'intérêt que construisent la force économique de l'État qu'il représente. Partout dans le monde, ce PIB est construit en grande majorité avec la participation de l'énergie fossile, que ce soit dans l'agriculture, dans l'industrie, dans la construction, dans les transports ou les secteurs tertiaires. Mais ce PIB peut très bien être aussi performant en allant vers d'autres activités moins émettrices de CO2. C'est dans les choix de chacun, petit consommateur ou grand acteur de l'économie, que nous pouvons dessiner une autre façon de construire ce PIB.
Bon, j'espère que vous prenez autant de plaisir à regarder ça que j'en trouve à les faire. Pour aujourd'hui, on va dire qu'on a déjà vu beaucoup de choses. Et je vous invite à reparler encore un peu du PIB la semaine prochaine avant d'aborder les corps économiques de différentes tailles d'entreprises dans le mois d'avril. N'hésitez pas à liker ou partager cette vidéo, à en parler autour de vous ou à souscrire au podcast. Merci pour votre curiosité et à bientôt. C'est fini, alors je me cache. Mais Josette, tu viens de rentrer? Je comprends rien, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas si t'as vu, mais c'est la fin de l'épisode, il a dit le monsieur. Alors toi aussi, tu prends tes clichés tes clopes et tu bouges de là. Le monsieur Villers, il a dit c'est fini, alors c'est fini. Alors c'est pas compliqué quand même. Non mais, Allez où, Félix? Du balai, le Père Noël. je te demanderais d'avoir un peu de respect pour les hommes en costume. Qu'est-ce que tu comprends pas dans les mots qui sortent de ma bouche? L'épisode est fini, alors on se cache et c'est tout. Attends, je finis mon vin. Ouais, mais ça va couper là. Mais tu m'énerves! Je t'avais dit que ça allait couper.